Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous avoir ici et d'accueillir nos intervenants. Nous allons parler d'un sujet qui est rarement évoqué autour des technologies quantiques, qui sont ce qu'on appelle les technologies habilitantes ou capacitantes. Alors ça correspond en fait à l'ensemble des technologies qui permettent de mettre en œuvre, de créer ou des ordinateurs quantiques ou des télécommunications quantiques, voire des capteurs quantiques, et qui parfois d'ailleurs sont des technologies communes avec d'autres marchés, parfois adjacents au monde du quantique. On ne va pas avoir le temps de réexpliquer ce que c'est qu'un ordinateur quantique et comment ça marche, et les qubits et la sphère de blocs. Ça sera pour les révisions du soir, éventuellement en lisant mon livre Understanding Quantum Technology, si vous avez le courage de le télécharger avec ses 1128 pages. Alors je me dois aussi une forme d'excuse. Nous avons un panel aujourd'hui qui est entièrement masculin, ce dont j'ai horreur personnellement. Mais il se trouve que nous avons ici un échantillon assez représentatif des startups du domaine. Et comme il n'y en a pas beaucoup, et qu'il n'y a pas de CEO féminin, à ma connaissance, dans ce monde-là, on n'avait pas trop le choix, quoi. C'était le sujet qui voulait ça. Néanmoins, on verra que sur l'une des entreprises, il y a une femme qui joue un rôle extrêmement important. Alors, on est 5 dont les noms sont ici. Nous avons un intervenant qui est à distance. Il est à l'étranger, là, en ce moment, dans une mission confidentielle. Donc, il s'appelle Neil Abrou. Et il est le coordinateur national du plan quantique. Bonjour Neil, on te voit, on t'entend? Bonjour Olivier, bonjour à tous. C'est bon, donc au moins il y a une connexion qui marche, ce qui est quand même pas mal, hein, parce que votre téléphone ne marche pas dans cette salle. Nous sommes sinon avec 4 intervenants ici. Alors on les a classifiés d'une manière un peu particulière. Il y a d'abord Tom Darras. Bonjour Tom. Bonjour à tous. Voilà, qui est cofondateur de WeLink, qui expliquera ce qu'il fait, et cofondateur de WeLink, est issu d'un laboratoire extrêmement prestigieux dans les technologies quantiques qui s'appelle le LKB, qui est en gros le repère des prix Nobel comme Serge Haroche à la Normale Sup à Paris, et accompagné de ton directeur de thèse, Julien Laura, et Eleni Diamanti, entre autres, qui, elle, est directrice de recherche dans les télécommunications quantiques, qui est basée dans un autre labo prestigieux à Paris, qui est le LIPSIS, à la Sorbonne Université. Son voisin, c'est Lucas Plana. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors Lucas, tu es le cofondateur d'une autre startup, Silent Waves. Tu nous expliqueras ce que c'est. Il faudra s'accrocher pour certains, nous expliquer ce que c'est. Alors en fait, eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils font des technologies habilitantes, mais eux-mêmes, ils font du quantique. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que les deux voisins là, qui sont là, donc Guillaume De Giovanni. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour à tous. Alors lui, il est un peu undercover aujourd'hui, parce qu'en fait, il est en train de créer une boîte, quasiment personne n'a entendu parler, qui s'appelle Victor. Ça va être le reveal aujourd'hui, tu nous expliquer ce que c'est. Aujourd'hui, on fait notre coming out. Voilà, c'est le coming out de Victor. On apparaît au grand jour et on lance notre société d'électronique et photonique pour les qubits. Voilà, donc c'est Guillaume qui parle de Victor, pour retenir et pas se tromper, c'est pas dans l'autre sens. Et puis Grégory, alors lui, il vient de Toulon, vous entendrez, ça vient. Et tu es de la société Athème. Bonjour Grégory. Tout à fait. Alors lui, c'est aussi un newbie parce qu'il est dans une société qui ne faisait pas du quantique jusqu'à peu de temps et vous avez décidé de faire du quantique. Nous expliquer pourquoi. Exactement. Alors on va quand même respecter la hiérarchie à la française. On va commencer par l'État avec Neil. Neil, tu nous entends toujours? Je vous entends toujours. Ah ben, c'est extraordinaire quand ça marche. Hein. Donc Neil, on a une question très simple à te poser. Pourquoi, d'une manière générale et dans le cadre du plan quantique national, de la stratégie nationale quantique, la notion de technologie capacitante ou habilitante est stratégique et importante? Alors effectivement, c'est l'une des spécificités de la stratégie quantique française que de s'intéresser aux technologies habilitantes, à 2 égards. Tout d'abord, parce que développer les technologies quantiques, c'est un pari sur l'avenir. Il y a des choses qu'on réussira à faire, il y a des choses sur lesquelles il faudra s'adapter. Ce qui est certain, c'est que tous ceux qui tenteront de développer les technologies quantiques auront besoin de technologies habilitantes, auront besoin d'amplificateurs de bruit, auront besoin de vide, auront besoin de froid, auront besoin de câbles, d'amplificateurs, de filtres, de machines à fabrication, des choses qui sont communes, comme tu le disais tout à l'heure, avec d'autres domaines économiques, mais qui portent un enjeu de souveraineté assez important. C'est-à-dire que quand on a analysé au démarrage des travaux qui ont donné lieu à la stratégie quantique française, l'analyse des chaînes de valeur, on a détecté que ces technologies quantiques sont maîtrisées par un ensemble d'acteurs très limités.
Aujourd'hui, c'est comme avoir quelqu'un qui fournit un composant clé, indispensable, mais il y en a un seul dans le monde, ou bien il y en a deux. Et ça, c'est problématique quand on fait des quand on fait des paris à très long terme. Quand on analyse également ce qui se fait en France, on voit que d'un côté, il y a des secteurs économiques qui se sont déjà structurés autour d'un ensemble de technologies qui, moyennant des adaptations raisonnables, peuvent servir aux technologies quantiques. Mais on voit aussi des savoir-faire qui se sont faits dans les laboratoires, où les laboratoires, pour leurs besoins de recherche, ont développé ces technologies habilitantes pour leurs propres besoins. Donc potentiellement, c'est aussi une manière de les valoriser. Et j'en viens du coup au deuxième pilier qui nous a amené à investir dans ces technologies habilitantes, c'est que le pari sur les technologies quantiques est un pari à long terme. Les technologies habilitantes sont potentiellement un pari sur un impact économique à moyen, court terme. Donc concilier une ambition à long terme et des impacts à court terme, c'était le choix qu'on avait fait au niveau des travaux et au niveau de la stratégie nationale quantique. Est-ce qu'on peut faire une analogie un peu ancienne avec la notion de vendeur de pelle et de pioche de la course la rue vers l'or? C'est la bonne analogie. Il peut y avoir beaucoup de chercheurs d'or. Ce qui est certain, c'est que ceux qui sont le plus enrichis, c'est les vendeurs de pelle et de pioche. Et c'est vrai ça en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui? C'est observable? Aujourd'hui, on peut prendre une autre analogie plus technologique et plus proche de nous, c'est la microélectronique. On a 3 à 4 fonderies au niveau mondial. Elles s'équipent toutes auprès d'un seul fournisseur de machines de fabrication qui est le néerlandais ASML. Donc, on voit que cette analogie-là vaut aussi sur les très hautes technologies. C'est vrai, d'ailleurs, on a une entreprise française, mais qui n'est pas une start-up, qui est un peu dans cette catégorie, qui est Placis, qui fabrique des machines qui servent à produire des qubits superconducteurs, notamment. Donc, d'ailleurs, En effet. je pense qu'on entendra parler avec Lucas un peu de ça, mais c'est un exemple. Hein. Alors, autre question simple, c'est dans le cadre de la stratégie nationale quantique qui avait été annoncée par le président de la République là, en janvier 2021, quelle était la dimension d'accompagnement de ces technologies habilitantes? Alors aujourd'hui, on a identifié principalement 3 volets d'accompagnement à ces technologies habilitantes. Donc la cryogénie, et donc quand on dit cryogénie, c'est aussi bien la cryogénie à très très basse température, les températures inférieures au Kelvin, mais aussi les températures intermédiaires de l'ordre de 4 Kelvin. Et par extension, on peut considérer aussi que les atomes froids piégés par laser, que les lasers en soi, sont des technologies habilitantes à ce refroidissement par piégeage. C'est un volet. Un autre volet, c'est celui des isotopes stables. Le silicium-28, par exemple, pour tout ce qui est qubits de spin dans le silicium. Les câbles, les amplificateurs paramétriques à très bas bruit. Tout ça, ce sont des technologies qu'on soutient dans le cadre de la stratégie française. Quand on dit soutien, ça veut dire quoi? Parce que BPI France, c'est quand même l'endroit où on parle d'argent un peu. Donc, Alors aujourd'hui, ce qu'on a, la manière dont on a conçu ce soutien, c'est principalement pour ce qui est de la cryogénie, donc à travers des programmes cadres de co-développement entre les industriels et les principaux organismes de recherche que sont le CNRS et le CEA. Pour ce qui concerne les lasers, on s'appuie beaucoup sur l'Institut d'optique, petit clin d'œil à Alain Aspect, et l'ensemble de ses partenaires. S'agissant des amplificateurs, par ailleurs, donc l'idée est qu'on travaille très fortement avec l'IRT Nanoelec et ses partenaires. Ok, merci Neil. On va continuer le débat avec les participants qui sont ici physiquement là. Alors effectivement, le prix Nobel d'Alain Aspect, ça a marqué le petit écosystème quantique français. Et je crois qu'il y a à peu près 1500 personnes dans cet écosystème. C'est pas un énorme écosystème comparativement au numérique en général. Et comme tout le monde le connaît de près ou de loin, voir à travailler avec lui, voir à été son thésard, ça fait jaser pas mal dans le milieu. Alors, en fait, ils sont un peu frères siamois les deux là, parce que Lucas et Tom, ils ont créé leur boîte quasiment au même moment. Hein. Ils ont même fait le même cursus entrepreneurial, puisqu'ils sont passés par le Deep Tech Founder.
nous expliqueront peut-être en quoi c'est intéressant. On va commencer par toi, Lucas. Donc toi, tu es à Grenoble. Alors toi, tu es le scénario assez classique de la start-up du quantique. C'était un jeune thésard. Et ça y est, tu t'es lancé, tu deviens un CEO de ta boîte et finalement, tu transformes industriellement le travail de ta thèse. Et en embarquant avec toi ton directeur de thèse. C'est un peu ça le scénario, quoi. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est le scénario classique. Mais... il est courant. Pascal Sonnellard, Candela, c'est ça aussi. Ouais, ouais, avec Candela. C'est ça. Donc, j'ai fait ma thèse entre 2016 et 2020 donc à Grenoble, à l'Institut Néel, donc un laboratoire du CNRS. Et en fait, comme le disait Neil juste avant, les chercheurs, des fois, ils veulent développer leur propre techno pour faire marcher leur propre expérience, en fait. Et donc, les manips, les expériences qui font tourner des qubits supraconducteurs ont notamment besoin d'amplificateurs, comme disait Neil, d'amplificateurs supraconducteurs avec des très très bas niveaux de bruit. En fait, ça permet de faire une lecture de l'information émise par le qubit. Et donc, c'était mon projet de thèse, donc développer, on va dire, une nouvelle génération d'amplificateurs plus pratiques à utiliser, avec des meilleures performances, notamment en termes de bande passante, de puissance de saturation, pour permettre la lecture donc des qubits supraconducteurs. Et donc, la thèse s'est plutôt bien déroulée, puisqu'on a eu un premier, on va dire, prototype, enfin des premiers dispositifs qui marchaient. Et donc est venue assez rapidement l'idée de monter une start-up, donc de monter une structure commerciale autour de cette techno pour la commercialiser, puisqu'on voyait que ça attirait quand même beaucoup d'intérêt, d'attention, et que tous les labos et toutes les équipes qui travaillent dans ce domaine vont plus ou moins en avoir besoin. Et donc pendant la thèse, j'ai suivi des petits enseignements, des petites formations à la création de start-up. Après, c'est toujours compliqué pendant la thèse, en plein milieu, de se projeter aussi loin. Mais c'est vrai qu'en finissant la thèse, puis en faisant un postdoc, on va dire un peu entre les deux, entre la thèse et la start-up, pour faire progresser l'idée, est venue donc début 2022 la création de Silent Waves, qui propose donc dans un premier temps de commercialiser ces amplificateurs. Et ensuite, de s'ouvrir aussi sur le business, sur ce qu'on peut proposer, et vraiment proposer une expertise dans ce qui est la lecture de signaux quantiques, donc notamment avec des micro-ondes, qui est le vecteur qui permet de transférer de l'information quantique avec des qubits supraconducteurs notamment. Et donc, nous, notre but, c'est vraiment de venir améliorer les technos dont on a besoin pour la lecture de ces micro-ondes. Mais bon, après, là, je pense qu'on pourra en parler un tout petit peu, un petit peu après. En tout cas, c'est ça. Pour savoir comment ça marche, il faut lire sa thèse qui fait combien, 200 pages à peu près Oui, 200 pages. Ouais, environ. Il y a des schémas intéressants que j'ai piqués d'ailleurs dans mon bouquin, je les ai mis dedans. Avec plaisir. Voilà, mais avec son autorisation. En général, pour savoir ce que fait une start-up, il faut toujours aller regarder qui l'a créé et regarder la thèse de ceux qui l'ont créé. Et après, on retrouve comme ça la techno qu'il y a dedans. Même s'il n'y a rien sur le site web de la boîte. C'est une astuce que je partage avec vous. C'est un secret de fabrication. Voilà. On parlera un petit peu après de l'expérience entrepreneuriale. Ouais. Merci Lucas. On va passer à Tom. Donc toi, finalement, tu as un cursus assez voisin. Tu as aussi ton directeur de thèse. Tu sors d'un labo et tu passes de thésard ou postdoc. Je ne sais plus, tu as fait un postdoc aussi. Directement, paf, CEO de start-up. C'est intéressant ça, comme scénario. Oui, absolument. Donc, un gros virage professionnel et une très grosse accélération de compétences. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Tom Darras, je suis président-directeur général d'une jeune start-up qui s'appelle Willing, dont on parlera sans doute de la technologie un petit peu plus tard. Donc, moi j'ai un parcours d'ingénieur et de physicien. Donc, je fais mon parcours d'ingénieur à l'ESPCI à Paris. Et puis, j'étais passionné de physique quantique expérimentale notamment. Et je suis allé faire ma thèse au laboratoire Kessler-Brossel, qui est vraiment historiquement un laboratoire d'excellence dans le domaine des technologies quantiques. Et là, j'ai travaillé pendant 4 ans sur des technologies habilitantes au calcul et aux communications quantiques. J'ai travaillé notamment sur la téléportation, qui est un des thèmes du prix Nobel de cette année. Donc, je suis vraiment très content de voir ça. En effet, nous, ce qui s'est passé, c'est une approche un petit peu différente. En effet, quand on doit développer, faire des preuves de concept en laboratoire de certaines expériences, on doit développer des technologies spécifiques. Nous, c'était une approche un peu différente qui a été faite dans le laboratoire de Julien Laura, qui était mon directeur de thèse. On a identifié, il y a maintenant 15-20 ans, une technologie quantique qui est extrêmement importante, qui est un peu la colonne vertébrale du calcul et des communications quantiques aujourd'hui, qui sont une technologie de mémoire quantique.
ces mémoires quantiques, elles permettent en fait de synchroniser l'ensemble des opérations et de communication qu'on peut réaliser avec ces technologies. Et en fait, si on veut que ces technologies soient utiles pour des enjeux industriels, il faut qu'elles aient des performances qui soient extrêmement élevées. Enfin, vraiment, quand on regarde, il faut qu'on soit capable de manipuler un grain de lumière individuel, le stocker dans des millions d'atomes piégés à des températures de quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Et on doit ensuite récupérer ce photon avec une probabilité très proche de l'unité. Et ça, en fait, ça a nécessité un gros travail d'ingénierie, de compréhension des phénomènes physiques pour arriver des premières démonstrations de ces mémoires dans les années 2000 à, il y a 2 ans, le record du monde des mémoires quantiques qu'on a obtenu au laboratoire Kessler-Brauxel. Donc moi, je n'ai pas fait ma thèse sur cette expérience, j'étais à côté dans une autre salle de manip, mais j'ai vu l'émerveillement qu'il y a eu au laboratoire et de toute la communauté scientifique dans le domaine, où là on s'est rendu compte que OK, on avait obtenu des performances remarquables au laboratoire et surtout des performances qui nous permettaient de maintenant sortir cette technologie du laboratoire pour réaliser notre objectif qui est de brancher entre eux des ordinateurs quantiques. Donc c'était vraiment ça le point de départ de la création de WeLink. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant, une technologie, il faut... et en parallèle de ça, il y avait une maturité pour la technologie à atome froid qui, comme Neil Abrug le mentionnait, a été initiée par des gens de l'Institut d'optique qui ont développé les systèmes laser adaptés, donc qui nous a aussi conforté dans cette idée qu'on pouvait développer ces produits rapidement. Et puis aussi un besoin très fort dans le marché du calcul et des communications pour ces technologies de mémoire. Et donc c'est vraiment ça qui a fait qu'on a décidé de se lancer. Donc on a eu besoin de quelques mois entre la fin de ma thèse en juin 2021 et puis la création de WeLink en janvier 2022 pour se former à l'entrepreneuriat et créer vraiment la société au tout début de l'année. D'ailleurs, dans un cas comme le tien, et comme pour Lucas, quand on part d'un background très scientifique et on devient CEO, est-ce qu'on peut conserver ce bagage scientifique tout en ayant un rôle de CEO? Absolument. Comment on fait, du moins? Comment on fait pour... et même l'enrichir. Enfin, moi, je suis CEO, mais je suis également impliqué en fait dans l'ensemble des réunions techniques pour le développement de ces produits. Donc, en fait, je continue à publier des papiers dans le cadre de la recherche académique. On dépose également beaucoup de brevets. Et en fait, et puis je pense que c'est l'intitulé de la pièce dans laquelle on se trouve ici, c'est des technologies, des projets qui sont très deep tech. Et par définition, un projet deep tech doit avoir une proximité très forte avec la recherche académique, puisque ça va être des développements qui vont être faits encore pendant quelques années sur le long terme. Et donc, nous, on garde cette proximité avec les laboratoires. La recherche, les locaux de recherche et développement de WeLink sont situés à Sorbonne Université, dans le 5e arrondissement, juste à côté des laboratoires. Et puis, on travaille vraiment avec une proximité très forte avec les chercheurs des labos et les doctorants et thésards qui rejoignent maintenant nos équipes. Donc, justement, moi, je trouve que c'est tout à fait excitant de pouvoir à la fois garder ce bagage scientifique, parce que c'est quand même dommage de ne pas utiliser les compétences qu'on a apprises en thèse, et être capable après de monter en compétences, d'apprendre des choses sur l'entrepreneuriat pour créer ce projet et développer des produits. Et c'est d'autant plus vrai que tes clients sont plutôt même techniques, quoi. C'est des labos, des entreprises qui ont besoin d'une maîtrise technique du côté du fournisseur, quoi. Absolument. Donc nous, nos clients, c'est également des startups et des entreprises très deep tech. Donc on va avoir les gens qui développent les ordinateurs quantiques. Et aujourd'hui, il y a une course très forte dans qui sera la première plateforme physique à démontrer un avantage calculatoire pour des enjeux industriels. Beaucoup de plateformes sont en compétition, que ce soit des plateformes basées sur des ions, sur des atomes froids, des ions, des circuits supraconducteurs ou d'autres structures. Et donc moi, personnellement, quand j'avais travaillé pendant ma thèse, je m'étais focalisé, je faisais que de l'optique quantique, donc j'avais travaillé qu'avec des photons. Donc quand on a dû se lancer dans WeLink et qu'on s'est dit qu'il fallait brancher plein de types de hardware différents, et il a fallu comprendre également comment fonctionnent ces ordinateurs quantiques sur l'ensemble des hardware différents, aller creuser les feuilles de route technologiques de l'ensemble des fournisseurs. Et donc ça, en fait, ça fait qu'on est obligé d'apprendre et d'étendre son champ de compétences, y compris en physique fondamentale. Donc je rappelle, tous les deux font du quantique, parce que les amplificateurs que Lucas, tu fais, ils sont quantiques en fait en pratique. Hein. Tu utilises des effets quantiques. Mais qu'est-ce que le quantique? Non, mais le quantique de deuxième génération, c'est-à-dire... C'est quand même des effets Josephson. C'est ça, c'est avec des jonctions tunnels supraconductrices. Ouais. Et on va dire que c'est quantique dans le sens où le bruit émis par ces amplificateurs, donc le bruit électronique, atteint ce qu'on appelle la limite quantique de bruit. C'est une limite théorique qui a été théorisée il y a quelques dizaines d'années maintenant et qui dit qu'un dispositif actif qui va amplifier des signaux
ne peut pas émettre un bruit en dessous d'une certaine limite, mais modulo certaines conditions. Plus des effets d'interférence quand même. Il y a pas des effets d'interférence qui se produisent dans tes... Il peut y avoir des phénomènes dans d'interférence tes grilles, là. mais quand le signal et la pompe vont être à la même fréquence. Enfin bref, on va peut-être pas rentrer dans D'accord. tous ces détails. Ouais. Mais oui, il y a des phénomènes. Et c'est pareil quantiques. chez toi, chez Tom. Tom, toi, c'est du quantique de la tête aux pieds. Tu as des atomes froids, tu as des photons qui se baladent là-dedans. Tu génèrent des sources qui génèrent de l'intrication quand même. Voilà, donc je dirais même dans notre produit, il y a peut-être peu de choses qui ne sont pas quantiques finalement. Donc nous, vraiment, pourquoi on appelle ça des mémoires quantiques? C'est vraiment des dispositifs qui viennent stocker de l'information quantique. Donc cette information, elle est portée par des grains de lumière, ce qu'on appelle des photons, ou des qubits qu'on vient encoder sur plusieurs photons. Et donc ces systèmes, ils sont capables d'une part de stocker des grains de lumière individuels en conservant leurs propriétés quantiques, notamment la superposition. On est capable de stocker dans ces systèmes de l'intrication entre plusieurs particules. On ne va peut-être pas aller dans le détail de ce qu'est l'intrication, mais c'est un phénomène qui est par essence quantique. Donc si ces dispositifs sont capables de conserver ces états qu'on ne peut plus quantique, c'est bien qu'on a des technologies quantiques. Et puis le système physique qu'on utilise pour stocker cette information, c'est des atomes qui sont piégés et refroidis par laser. Donc là, on ne vient pas manipuler des atomes individuels, comme c'est fait dans certains types de technologies, mais on vient piéger ces atomes par des faisceaux laser et des champs magnétiques, ce qui s'appelle un piège magnéto-optique. Et ça, de la même manière, c'est un procédé expérimental, ces pièges et le refroidissement d'atomes qui est quantique par essence. Et pour la petite histoire, j'aime bien les histoires, piège inventé par Jean Dalibard, qui était co-auteur de l'expérience d'Alain Aspect en 1982. Donc tout est lié. Alors maintenant, on va passer à la vieille économie. Non, je déconne, mais peut-être pas autant que ça. Mais T'es dur, Olivier. je suis super dur. Non, mais il faut rigoler un peu. Alors Guillaume, toi, tu es dans l'électronique. Hein. Oui, alors explique-nous pourquoi il faut de l'électronique dans un ordinateur quantique. Oui. Alors, on utilise aussi des électrons, on utilise aussi des photons. On n'utilise pas d'intrication et on n'utilise pas de superposition d'états. C'est le gros différenciateur. Néanmoins, les éléments, on peut dire, sont quand même assez semblables. On utilise aussi des amplificateurs, des mémoires. Et en fait, pourquoi il faut de l'électronique et de la photonique dans un ordinateur quantique? C'est qu'on a en fait des qubits qui peuvent être typiquement au fond d'un cryostat à une dizaine de millidegrés Kelvin. Et puis, on va avoir à un moment donné des calculs à exécuter. Et à un moment donné, pour exécuter ces calculs qui sont généralement faits sur un ordinateur classique, on va falloir communiquer avec les éléments quantiques. Et ça se fait à travers généralement des signaux hyperfréquents, qu'on appelle aussi micro-ondes. Et ça peut se faire à travers donc, soit des signaux électriques, soit des signaux photoniques. Et donc toute cette couche qui est plutôt effectivement de la première révolution quantique, il va falloir la développer. Et si on veut faire un processeur qui est suffisamment puissant pour faire quelque chose d'utile pour l'humanité, il va falloir monter en capacité de traitement, ça veut dire monter en nombre de qubits et potentiellement aller à 1 million ou peut-être plusieurs millions, en fait ça dépend exactement de la technologie des qubits, pour pouvoir réaliser ce calcul. Mais câbler 1 million de qubits dans un cryostat à quelques millidegrés Kelvin, c'est très compliqué parce qu'en fait tous les câbles eux-mêmes vont ramener de la chaleur à la fin au fond du cryostat et on ne va jamais réussir à tenir la température. Donc on a des challenges qu'on partage avec Grégory, qui lui est vraiment spécialiste, enfin, il en parlera après, sur effectivement comment arriver à interfacer et à leur permettre de mettre en œuvre cette physique quantique à nouvelle génération. C'est là où nous, on intervient. Au propre figuré, c'est un sac de nœuds. Hein. D'ailleurs, il y a des nœuds dans les câbles. C'est un peu ça, il y a plein de boucles. Il y a plein de boucles dans le... Il y a des boucles. Pourquoi il y a des boucles d'ailleurs dans les photos? Explique. Ah bah ça, c'est un problème thermique en fait. C'est pour éviter de conduire la chaleur, ou de la Il y a la dilatation. Oui, ouais. Alors justement, l'un des points communs entre les 4 intervenants que nous avons ici, c'est qu'ils travaillent tous aux technologies qui vont permettre de monter en échelle, c'est-à-dire faire des ordinateurs avec un grand nombre de qubits, physique, logique, etc. Et chacun a un petit bout de l'histoire en fait. Hein. Toi, tu multiplexes les qubits en lecture. Toi, tu assures la communication pour éventuellement relier des processeurs entre eux. Toi, tu t'assures que l'électronique va permettre... Faible bruit. À faible bruit. Ouais, Mais alors, une question peut-être un petit peu classique en marketing, c'est qu'il y a déjà des gens qui font ça sur le marché. Oui, alors, toi, tu fais quoi de différent la grosse différence va se situer dans le multiplexage. Aujourd'hui, la plupart des sociétés qui s'intéressent effectivement à ces communications vont s'intéresser jusqu'à des ordres de grandeur de genre la centaine de qubits, de milliers de qubits. Après,
au niveau marketing, on peut parler de beaucoup plus. Mais encore une fois, nous, on a choisi de se différencier sur la taille, la consommation énergétique. Aujourd'hui, on est à 50 watts par qubit. Nous, on veut être à 0,5 watts par qubit, donc divisé par 100 la consommation énergétique. Tout en étant à température ambiante, a priori. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a une répartition de l'électronique entre au fond du cryostat et à 300 K, enfin à la température de la salle. Oui. Et donc, il y a cette répartition à faire. Et aujourd'hui, la consommation à 300 K, c'est vrai, il faut faire attention. On est à 50 watts par qubit. On est quasiment à 100 000 euros de matériel par qubit aussi. Donc, ça veut dire que si je veux aller à 1 million de qubits, je dirais à un moment donné, ça ne va pas passer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur le LSQ, monter à l'échelle et viser le million de qubits et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser ces fonctionnalités, sachant que ça va être progressif. Personne ne va se mettre tout d'un coup à faire 1 million de qubits. Enfin, à part peut-être quelqu'un au CNRS à Grenoble. Il y a des startups qui ont déjà annoncé qu'elles ambitionnaient d'y arriver. Psyquantum a une roadmap. Ils vont commencer par 1 million de qubits. C'est leur plan, quoi. Mais en 2030. Mais c'est bien parce que de toute façon, c'est l'objectif qu'il faut viser. Donc moi, je dis, essayons de travailler sur l'électronique et la photonique dès aujourd'hui qui permettra d'y arriver. Oui, on peut aller doucement, c'est vrai, mais peut-être qu'on pourrait viser plus justement énergétiquement, économiquement et au niveau de la taille. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai rencontré Guillaume la première fois, il y a 1 an et quelques, tu étais déjà avec une expérience dans le domaine de l'électronique et tu étais très agacé qu'il n'y ait pas de solution. En fait, tu voyais les acteurs du marché existant qui n'offraient pas de solution par rapport à cette question et tu dis, je vais le faire. C'est ça ton idée. Quoi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Tu ne prends pas un challenge où c'est facile. Et c'est ce qu'on appelle l'océan bleu dans le jargon d'entrepreneuriat. Tu t'es rendu compte que les acteurs existants étaient un peu endormis sous leur laurier par certains côtés. Quoi. Ne se remettaient pas en cause suffisamment. Après, ce qu'ils disent aussi, et ils l'ont dit il n'y a pas longtemps justement dans certaines conférences, c'est qu'ils veulent avancer progressivement, calmement et suivre en fait ce qu'on leur demande. Mais à un moment donné, si on veut arriver à 1 million de qubits, il va vraiment falloir faire une rupture. Et donc pour ça, il faut vraiment s'investir, chercher pour arriver à livrer ça plus tard. Et si on ne se contente que de faire de l'itératif, je dirais, ce bas niveau ou lent, on ne va pas aller au million de qubits, je ne pense pas. Ça bouillonne trop, il y a trop de technologies différentes, donc forcément, des grandes boîtes, elles n'ont pas l'agilité pour aller sur ces sujets-là et de particulariser, de pouvoir donner la main à ceux qui vont développer des puces. Donc du coup, c'est pas du tout dans leur esprit. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on est là. Quoi. Alors Grégory, toi, tu es dans un autre cas particulier. Tu es dans une entreprise que je qualifierais de traditionnelle dans l'électronique. Puis un jour, tu as vu la lumière du quantique s'allumer et tu te dis, il faut qu'on y aille. Je schématise, mais non, c'est un peu ça. Exactement Alors, explique ce que fait Atem, basé à Toulon. Ouais, c'est vraiment ce qui s'est passé. Atem, alors c'est une start-up qui a 30 ans, donc on est tout sauf une start-up. On est une vingtaine de personnes et en fait, on est dans le monde de la défense et de l'aéronautique. On est dans les hyperfréquences et plus notamment dans le câblage hyperfréquence. Donc vous allez dire, c'est quoi le lait en départ? Moi aussi, je ne l'avais pas. Et donc pour vous donner un peu une visualisation, par exemple, on fournit des kits d'interconnexion à l'aviation civile pour apporter le Wi-Fi à bord des avions. On fournit aussi des cordons pour Ariane 5 de Ariane 6 pour faire tout ce qui est télémesure. Donc en fait, on maîtrise la transmission du signal, son intégrité, la mise en phase des signaux. Donc on a cette expertise-là. Et en fait, je me suis rendu compte, donc moi je suis en charge de l'innovation et du développement, je me suis rendu compte que j'avais Polytechnique, l'ENS, Alice et Bob, donc je ne savais pas ce que ça voulait dire Alice et Bob à l'époque, qui me commandaient à peu près les mêmes types de câbles. Mais je ne savais pas pourquoi. Et donc, en fait, quand j'ai cherché, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le CTO d'Alice et Bob et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, je ne comprends pas pourquoi j'ai le même type de commande à quelques mois d'intervalle. Et là, il m'explique que c'est pour l'ordinateur quantique. Donc, bien sûr, on commence à lever les yeux au ciel. Je m'intéresse à la techno, donc oui, je savais un petit peu de quoi y retourner, mais je ne voyais pas du tout le lien avec moi. Et donc, c'est là où il m'a expliqué. Donc, effectivement, c'est là où tout s'est ouvert. Donc, il m'a expliqué que il y avait un seul fournisseur de câbles très particulier dans le monde. C'est ce qu'expliquait Neil au départ. Du japonais, oui. Voilà. Qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils n'avaient pas le temps de rentrer dans le détail pour pouvoir améliorer ce genre de choses parce qu'eux sont focalisés sur les puces quantiques, qui font un peu par mimétisme. Donc, tout le monde fait à peu près pareil. Tout le monde se fournit au même endroit. Tout le monde sait qu'il y a des limitations. Mais bon, ils font avec. Et donc, quand on a appris ça, on s'est dit, là, il y a vraiment un sujet à creuser. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que nous, dans nos milieux traditionnels, dès qu'on veut creuser quelque chose, on dépasse un peu la tête, tout de suite, on nous ramène à notre position
de fournisseurs de liaison coaxiale hyperfréquence à façon, et c'est tout. Alors que là, effectivement, tout est ouvert. Et donc là, le champ des possibles s'est ouvert. Et c'est là où on a commencé à rencontrer les différents des cryogénistes, voilà, des startups. Et on a commencé à réunir un écosystème pour pouvoir donner à la fin, c'est l'objectif, une souveraineté industrielle, donc c'est-à-dire être plus dépendant des Japonais et de pouvoir se projeter sur une machine à 1 million, voire au-delà du million de qubits, en mixant en fait la partie hyperfréquence et thermique. C'est un point clé parce qu'en fait, les gens qui sont experts en cryogénie ne connaissent pas les hyperfréquences. Les gens qui font des hyperfréquences ne connaissent pas la cryogénie. Et en fait, ces deux mondes doivent se parler parce que là, il y a vraiment des notions d'ingénierie pour, in fine, en fait, fournir ce qu'il faut aux gens qui développent des puces quantiques pour pouvoir en fait scaler. Et c'est tout l'objet. C'est finalement ma raison d'être là parmi vous aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, je ne savais pas ce que c'était encore l'ordinateur quantique. Et c'est vrai que du coup, c'est une aventure assez formidable de voir que finalement, à 20 personnes, en étant dans des marchés finalement assez stables, la défense, on arrive à aller dans du deep tech sans du tout être deep tech au départ. En quoi le passage de l'un à l'autre, donc on va dire l'électronique des radars ou de systèmes de ce type-là, au monde du quantique, modifie la roadmap, crée des enjeux technologiques dans le métier de ATEM? Qu'est-ce qui est différent finalement dans la conception des produits et dans les produits eux-mêmes? En fait, c'est pas du tout les mêmes contraintes environnementales. Voilà, nous, on est plutôt habitués à aller chaud que froid, et là, c'est pour le coup très très froid. Et ça aussi, du coup, aujourd'hui, c'est pas trop évalué. Y a encore pas personne n'a vraiment sorti des performances RF de câbles à 10 millikelvin, quoi. Ça n'existe pas vraiment encore. Donc ça, c'est vraiment des sujets. Donc nous, ça modifie finalement les contraintes environnementales. Et aussi, donc nous, notre métier, c'est de faire de l'assemblage. Donc on va prendre des câbles et des connecteurs, on va les assembler d'une certaine manière. Là, il y a des sujets d'assemblage pour tenir à ces températures-là. Mais il y a aussi toute l'électronique derrière et comment faire transiter le signal. Et donc là, je rejoins du coup Guillaume à gauche, et de dire comment je suis sûr de pouvoir multiplexer, comment je vais pouvoir générer une pureté spectrale de mon signal et pouvoir le récupérer et le lire. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on sait un peu faire dans nos métiers traditionnels, mais on nous interdisait de faire du sous-ensemble ou des produits là-dessus en défense ou en aéronautique. Et là, on s'est dit, il y a peut-être une place à prendre. Et c'est l'enjeu, c'est notre enjeu, c'est notre roadmap R&D de pouvoir essayer de prendre cette place. Alors, il semblerait que le thème de la journée soit la métamorphose. On va faire bac de philo. Alors, vous, c'est clair, métamorphose, on passe de la recherche à l'entrepreneuriat. On va revenir dessus un petit peu parce qu'on est quand même dans un endroit où on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Racontez un peu ce passage. Donc, il y a eu le Deep Tech Founder. Qu'est-ce qu'on apprend sur le tas ou de manière formelle quand on passe de la recherche à l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce qui, d'ailleurs, pour vous, a été le plus surprenant dans ce parcours, qui est récent, en fait? Quand on crée une entreprise et qu'on est un jeune chercheur, on découvre finalement une quantité de secteurs, de compétences qu'il faut acquérir pour gérer une entreprise, des choses dont on n'a jamais entendu parler. Donc, sur des aspects très pratiques, ça peut être ne serait-ce que des aspects juridiques, des aspects comptabilité, des aspects gestion de ressources humaines, managériales, des aspects financiers et des aspects bien évidemment business, puisque l'idée de ces startups, c'est à la fin d'être rentable et de faire du chiffre d'affaires. Donc si nous, dès le démarrage, en fait, dès l'idée de créer WeLink, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir les gens qui avaient créé des startups quantiques avant et je leur dis, voilà, j'ai ce projet, maintenant je fais quoi? Ils m'ont dit, tu vas commencer par faire Deep Tech Founders et puis ça va te challenger et puis ça va voir aussi si ton projet tient bien la route. Donc on a commencé Deep Tech Founders en même temps avec Lucas, on était dans la même promotion. Et avec Maud Vinet qui était là ce matin. Avec Maud Vinet également. Et c'est en fait un projet qui a été suivi par l'essentiel des géants qui ont fondé les startups quantiques en France, à part Candela à ma connaissance. Et suivi un autre parcours, je crois qu'ils ont fait le Challenge HEC+. HEC Challenge à l'époque, ouais. Avec C12 également qui a fait ce parcours. Et Deep Tech Founders, c'est en fait un programme une formation qui est sur à peu près 6 mois. On a 3 heures de cours par semaine, le mercredi, où ça va être un mélange équilibré entre vraiment des cours très pratiques, business model 101, segmentation client, etc.
et des masterclass, des retours d'expérience d'entrepreneurs qui ont notamment suivi ce programme et puis qui donnent des petits tips sur leur parcours. C'est généralement là où on apprend le plus finalement en discutant avec les entrepreneurs plutôt qu'en allant voir dans des livres. Et puis en plus de ça, on a un coaching toutes les semaines. Donc dans notre cas, on était accompagné par Robert Marino, qui est le CEO de Qubit Pharmaceutical, donc pour tous les deux. Et voilà, aussi quelque chose qui a été extrêmement formateur, je pense qu'on peut mentionner ici, puisque cet événement est organisé par BPI France, c'est également la préparation du concours iLab qu'on réalise finalement pendant cette formation Deep Tech Founders, où finalement, à peu près au moment où on soumet le dossier, c'est la fin de cette formation. Et ça, c'est un exercice qui est finalement hyper structurant également pour un projet de start-up à ce stade de développement, puisque là, il faut être vraiment accolable sur tous les aspects qu'il y a à savoir sur un projet de création d'entreprise. Alors, Lucas, tu as aussi gagné le concours iLab, Tout à fait. de mémoire, en même temps que Tom et Maud Vinet, et il y en avait un quatrième, il me semble, j'ai oublié. Du quantique. Dans le quantique avec Cryptonext, il me semble, avait gagné quelque chose. Ils sont dans la cryptographie post-quantique. Donc, même expérience pour toi, ce passage, alors sachant que tu es à Grenoble et pas à Paris. Ouais. C'est différent à Grenoble? Non, enfin, c'est à peu près similaire. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je suis le seul à ne pas avoir eu le Grand Prix iLab, je crois. Ah oui, tu n'as pas eu le Grand Prix, mais tu as eu le prix quand même. T'as eu, donc, avec un financement. Un prix, mais oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que la préparation de l'iLab, ça permet vraiment de structurer absolument toutes ces idées, voir à quel point ces hypothèses sont justes ou celles qui sont un peu plus bancales, on va dire. Et puis remplir des tableaux Excel pour savoir si ça va marcher ou pas. Mais, des macros pour automatiser. J'ai un expert des macros Excel qui est dans le public. Non, l'important aussi, je dirais que pour faire cette fameuse métamorphose, qui je dirais même maintenant n'est pas complètement finie, c'est vraiment très très important de bien s'entourer. Il reste le costard et la cravate. C'est ça, ouais, au fur et à mesure. Et bon, voilà, comme il est. non, mais c'est de très bien s'entourer, d'être avec des gens qui s'y connaissent mieux, puisque on se crée pas entrepreneur en un semestre, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'à la sortie du labo, on est un peu pressé par le temps. On dit qu'il faut y aller maintenant, et c'est vrai que c'est jamais le bon moment pour y aller, mais il faut y aller un moment. Et être parfaitement bien entouré, avoir des gens qui peuvent vraiment te dire là où ça va être compliqué ou pas, ça c'est inestimable. Ouais. Vous avez tous les deux la chance d'avoir dans votre équipe de fondateurs des mentors, enfin des gens qui sont plus seniors que vous. Enfin, toi c'est Nicolas Roch, ton directeur de thèse. C'est ça. Toi c'est Lynn Diamanti et Julien Laura, qui sont plus âgés, qui ont 15-20 ans d'expérience, je crois, de tête. Alors, ils ont beau pas être entrepreneurs, ils apportent quand même une seniorité. C'est intéressant pour le montage du projet, oui. Oui. Donc, en fait, Julien et Lénie ont également suivi le parcours Deep Tech Founders. En plus, oui. En plus. Et en effet, donc, comme c'est encore une fois des projets Deep Tech et qu'on a un lien très fort à la recherche académique, c'est un peu honnête, mais dans le domaine du quantique, quand on sort tout juste de thèse, même si on maîtrise très bien son sujet, on n'a pas l'historique des compétences qui est suffisante pour vraiment développer des produits au standard industriel, au top de ce qui est fait technologiquement. Donc bien évidemment, il faut qu'il y ait cet accompagnement et ce conseil scientifique. Donc Julien et Lénie sont tous les deux conseillers scientifiques de WeLink, de ce que permet finalement la loi pour les chercheurs académiques. Donc ils conservent leur rôle de chercheur académique. Et également, chez WeLink, on a quelqu'un qui est aussi conseiller sur la partie développement commercial, qui s'appelle Jean Lautiego, et qui est responsable du développement commercial de la première start-up quantique, je dirais, de France, qui s'appelait Mucans à l'époque et qui a été rachetée par XBlue cette année. Donc voilà, c'est le premier cours qu'on a eu à Deep Tech Founders par à quelqu'un qui s'appelle Pierce Coyle, et c'était, je pense, un fétiche pour tous les deux, c'est est-ce que je peux être le CEO de ma startup? On démarre Deep Tech Founders, on se dit, bon, moi je suis chercheur, est-ce que j'ai les compétences pour devenir CEO? Et en fait, il nous montre par A plus B que, en fait, si vous maîtrisez votre techno, si vous vous entourez bien, eh ben, vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien votre projet, pour devenir CEO, à condition que vous soyez bien encadré. Ils ont un autre point commun, aussi d'ailleurs, mais un point commun que vous avez, c'est que vous sortez du labo, mais en fait vous avez déjà des clients. Vous n'êtes pas sur une techno hypothétique où il y aurait peut-être des clients dans 5 ans, il y a déjà des clients dans les deux cas.
Hein, je m'abuse. Hein. Oui, on est assez ouais. terre à terre. Oui, Non, mais c'est intéressant quand même, comme situation. Voilà, ouais, ça n'arrive pas tout le temps. Pour de la deep tech, c'est pas trivial Deep tech, d'avoir des clients d'anglais. Des technos quantiques, ça n'arrive pas toujours. Mais c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir directement des gens qui sont intéressés. Donc c'est une techno qui marche, qui fait ce qu'elle doit faire, qui n'est pas complètement mature. Et là, ensuite, on arrive sur ces problèmes d'industrialisation, c'est-à-dire comment on va partir de cette techno qui marche dans les labos, qu'on est capable de reproduire. Donc on est toujours très content quand les résultats sont reproductibles. Mais maintenant, comment on fait pour l'industrialiser, au moins la pré-industrialiser? Là, sachant que tu as même ta petite usine à côté de ton bureau, quoi, pour fabriquer les premiers composants. Quoi. Ouais, c'est ça, au rez-de-chaussée. Ouais. On a au rez-de-chaussée, il a la salle blanche à l'Institut Néel qui permet de fabriquer le composant électronique. Les amplificateurs. Donc ça, c'est vraiment une chance unique. C'est sympa. Ouais. On va passer à vous, là, vous embêtez un peu, là, tous les deux. Alors, Grégory, toi aussi, tu as une certaine métamorphose qui s'est produite. C'est que non seulement, finalement, tu as drivé l'engagement de la société où tu es vers l'adaptation des produits à l'offre quantique, mais en plus, tu coordonnes un consortium qui a été bâti récemment, qui s'appelle Cryolink. Explique-nous l'objectif de ce consortium et comment vous devenez un écosystème à plusieurs entreprises, finalement, avec des entreprises qui ne sont pas avec nous ici, comme Radial, Air Liquide et quelques autres. En fait, ça va dans la lignée de quand j'ai commencé à comprendre l'importance du routage et donc de comment amener les signaux de 300 Kelvin à quelques millikelvin. Et en fait, du coup, je suis allé voir les différents acteurs industriels pour dire, moi tout seul, je ne vais pas faire grand-chose puisqu'il faut qu'on me dise combien il faut de signaux, à quel moment, quelle fréquence. Moi, c'est pas moi tout seul qui vais le dire. Et donc, du coup, ça s'est un peu monté comme ça. Donc, au départ, ça a été faire les frigos parce que les cryostats sont bien identifiés, parce que c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait du calcul. Donc, en fait, Cryoconcept, au moment qui est l'acteur français racheté par Air Liquide de cryostats à dilution, j'arrivais juste au bon moment parce qu'ils étaient prêts à monter, en gros, une business unit câblage parce qu'ils voulaient pouvoir vendre des cryostats directement câblés. Donc, je leur ai dit, surtout pas. C'est mon job, je peux le faire pour toi. Très bien. Donc ça faisait déjà 2. Alice et Bob, comme je vous l'avais dit au début de l'histoire, qui disaient nous, on aimerait bien pouvoir participer. Nous, on ne va pas investir là-dedans. Mais si on peut récupérer quelques abacs, et puis si on peut vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez développer quelque chose qui nous serve, c'est quand même intéressant. Et donc on a commencé à 3. À 3, on est devenu avec Air Liquide, qui a remis Radial pour le disant de toute manière, si on veut faire quelque chose qui tient la route, il faut que ce soit une marque France, à minima, pour aller après à l'Europe et voir le monde. Donc moi, PME de 20 personnes, c'était un peu limité. Donc Radial, qui est mon concurrent, aussi, moi, entre guillemets, sur mes marchés historiques, mais bon, ils sont tellement grands qu'on peut dire concurrent. Mais là, du coup, c'était excessivement important qu'on s'accorde, donc on s'est accordé. Et puis, du coup, après, on parle de quantique, donc forcément, il faut de la science. Et donc, on a embarqué l'Institut Néel, on a embarqué le CEA. Et avec tout ça, on a fait un beau projet. Et donc, on a rajouté C12 à la fin. Parce que ce qui était très important pour nous, c'était de ne pas être attaché à une seule techno de qubit. Donc, on a les supras, on a les spins, on a le NEL aussi, avec l'activité, aussi le développement CMOS. Donc, en fait, on a un peu toutes les technologies de qubit qui nécessitent un cryostat et puis du routage micro-ondes, en gros des signaux micro-ondes. Donc, on s'est dit, là, on est bien parti. Et donc, du coup, Atem a coordonné tout ça, a pris un petit peu son bâton de pèlerin, a essayé de rédiger tout ça. Et puis, donc, on est lauréat de l'IDEMO, là, c'est très récent. Donc, on a une autre offre de BPI France. Exactement, qui est un super, qui est un très bon dispositif de soutien à la R&D. Et donc, nous, on était obligés de faire la R&D collaborative. Tout seul, ça n'avait pas de sens. Et donc, du coup, là, on a un projet où il y a toute la chaîne de valeur et où on peut vraiment développer une marque France. Et c'est vraiment tout l'enjeu du projet qui va nous amener de maintenant jusqu'à au moins 4 ans pour arriver au bout. Et donc, en gros, en quelques mots, dans un premier temps, c'est un cryostat dans lequel en fait, on va venir plonger tout un tas de câbles, de composants, pour pouvoir en fait les caractériser à chaque étage du cryostat et pour pouvoir donner les performances RF et thermiques de ces composants. Ça, c'est une grosse première partie. Une deuxième grosse partie sur la simulation, c'est-à-dire comment on va pouvoir simuler les architectures quantiques et donc finalement après intégrer les librairies qu'on a expérimentales pour pouvoir reboucler et pouvoir en fait du coup développer ce qu'on a à faire. Et in fine, on prend aussi en compte l'énergétique. Donc on a mis l'initiative Quantum Energy Initiative dans le projet parce que c'est fondamental, parce que si on développe des choses qui consomment, où il faut une centrale nucléaire pour alimenter
Finalement, l'ordinateur quantique 1 million de qubits, on sait déjà que la technologie, elle est morte avant même qu'on ait commencé. Donc, on a l'approche fondamentale dès le départ. Donc, en fait, voilà, l'expérimental, la simulation et le fondamental. Donc, on a tout ce qu'il faut pour bien bosser. Après, maintenant, il faut le faire et il faut qu'on arrive à être au rendez-vous de ces enjeux-là. Mais finalement, c'est une belle histoire. Et j'espère que je pourrai venir d'ici 2-3 ans vous raconter la success story de ce beau projet qui a été monté. L'un des points communs de la vie des entrepreneurs, c'est de ne pas être seul, hein. Et dans l'équipe, et après, de créer un écosystème autour de soi. Justement, Guillaume, toi qui démarres ton entreprise, comment tu vois la manière dont l'écosystème autour de toi devrait se structurer, ou avec qui tu devrais travailler pour justement pas être isolé dans le marché? Je devrais avec travailler ton voisin, avec Grégory, j'imagine. C'est clair. avec Lucas. Non, mais en Lucas, fait, sûrement, oui. non, mais tu poses une bonne question. C'est vrai, c'est cet écosystème et quel degré de collaboration on veut avoir dedans et à quel point c'est important. On sait bien que tout seul, on peut faire des choses, mais c'est tellement mieux quand on est capable de travailler avec les autres pour qu'on se spécifie, on se cross-spécifie nos produits pour qu'ils s'emboîtent mieux et qu'à la fin, l'objet prenne forme et soit plus solide et plus performant. Donc, pour moi, c'est absolument obligatoire. Et on sait aujourd'hui que si on veut faire de la R&D, si on veut trouver des sources de financement, il faut absolument que ce soit collaboratif. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus, à part avoir beaucoup de capacités d'autofinancement pour financer sa propre R&D en sous-marin, il faut toujours chercher les projets collaboratifs. Et ça a aussi un grand intérêt, c'est que si on va chercher un projet collaboratif, je ne sais pas, par exemple avec Lucas, je sais que Lucas, il va m'apprendre des choses sur ces jonctions Josephson que je ne connais pas du tout. Après, moi, je vais peut-être pouvoir lui exprimer, tiens, si tu veux faire plusieurs qubits, peut-être des facteurs de crête auxquels il faut penser. Et en fait, on va pouvoir s'enrichir mutuellement de connaissances et arriver à définir des meilleurs produits ou arriver à être plus performant à la fin. Avec en plus une aventure qui est beaucoup plus enrichissante et humaine, au passage. Jusqu'à présent, on a tous les 5, là, on a évoqué des entreprises françaises qui travaillent entre elles. Est-ce que, si on prend vos 2 exemples-là, vous imaginez des collaborations qui, elles, deviennent internationales, alors aussi bien côté recherche que côté entreprise? Vous avez déjà réfléchi à cette question? Parce que si on travaille qu'entre Français, je pense qu'à la fin, ce ne sera pas suffisant. Non, tout à fait, oui. On n'est pas les seuls en France à créer des startups et des entreprises dans le quantique. Il y a aussi des très grands groupes, notamment aux États-Unis, qui se mettent au quantique et créent des partenariats, par exemple avec des sociétés. Donc il y a pas mal de sociétés aux Pays-Bas notamment, qui ont eux un écosystème vraiment gigantesque déjà dans le quantique. Créer des partenariats avec eux, c'est essentiel pour la survie de notre propre écosystème. Maintenant, c'est vrai que nous, avec Silent Waves, on est vraiment intéressé sur, donc, comme je disais, vraiment la partie readout, la partie lecture des qubits. Et donc, on a toute une série de composants qui est pour l'instant requis pour arriver à lire les signaux. Et si on était amené avec donc des boîtes aux Pays-Bas, mais aussi dans les pays scandinaves, qui ont aussi pas mal d'électronique très bas bruit, créer des collaborations pour en fait avoir le meilleur rapport qualité-signal signal sur bruit du qubit jusqu'aux instruments de lecture, pour nous c'est gagné, puisque à la fin, c'est en tout cas ce qui nous concerne, c'est d'avoir la meilleure fidélité de lecture du qubit. Et Tom, même question, tu envisages des partenaires internationaux. En plus, toi, tu es sur 2 marchés différents, hein. Tu as d'un côté plutôt le marché des communications quantiques et de l'autre côté l'interconnexion entre ordinateurs quantiques. Je schématise, mais c'est les 2 domaines. Oui, absolument. cibles. Donc, en fait, l'histoire de WeLink, c'est que la start-up est née d'un consortium européen, d'un très gros appel à projet qui s'appelle le Quantum Internet Alliance, qui rassemble 42 partenaires européens, avec pour objectif de développer le premier réseau de communication sécurisé pan-européen. Et WeLink est partenaire et fait partie intégrante de ce projet. Donc, bien évidemment, il y a un intérêt pour WeLink de travailler sur le marché du calcul quantique avec les fournisseurs de calcul quantique, les gens qui développent d'autres technologies habilitantes qui servent à l'interconnexion de processeurs, mais également sur le marché des communications quantiques. Et c'est ce qu'on fait. On travaille avec des partenaires européens et des partenaires nord-américains.
Mais ce qui est très important de noter, et je pense que ça vaut la peine quand même de creuser le sujet, c'est que on a une très belle équipe de France dans le domaine des techno-quantiques et que on est aujourd'hui un des écosystèmes quantiques, si on regarde des aspects académiques encore qu'on l'a appris cette semaine, des startups et des industries, qui est pionnier et leader mondial dans le domaine. Et donc je pense qu'on a aussi tout intérêt également à mettre en place des collaborations entre partenaires nationaux, étendre ça aux partenaires européens et bien évidemment à l'international à l'avenir. Alors, je vais vous passer la parole si vous avez des questions, mais le temps que vous réfléchissiez à la question que vous voulez poser, je vais leur poser une question piège. Qui passe en premier? C'est une question piège qui est toute bête, c'est quels sont les 2 plus gros concurrents dans le monde de ce que vous faites, dans le domaine que vous faites, et quelle est votre valeur ajoutée par rapport à ces concurrents, votre différenciation? C'est un test un peu de pitch, quoi. En osant nommer les concurrents, parce que souvent on dit on a des concurrents, mais ils ne les nomment pas. Non, on a 2 concurrents très bien identifiés. Donc, il y en a un, c'est aux États-Unis. Donc, c'est une société qui revend des composants micro-ondes, toute une série de composants micro-ondes cryogéniques, donc des filtres, des coupleurs directionnels et notamment des amplificateurs très bas bruit Josephson. Qui n'a pas de nom. La société? Oui, elle s'appelle comment? La société s'appelle Quantum Microwave, okay. Mais qui a un partenariat avec une très grosse société qui fait en fait la fabrication des JPA, qui s'appelle Raytheon. Donc je crois que c'est une... Raytheon, oui. Ouais, avec l'accent, ouais, c'est mieux. Et donc ils revendent donc ces amplificateurs très bas bruit, donc on appelle ça des JPA, donc des Josephson Parametric Amplifiers. Mais c'est, on va dire, une petite génération en dessous que ceux que Silentwaves propose. Maintenant, on a d'autres concurrents en Europe qui ont le bon nom de Quantware, donc ils vendent du hardware aux Pays-Bas. Ouais. Aux Pays-Bas, donc quand je disais qu'ils avaient un écosystème très important, c'est effectivement le cas. Donc eux sont notamment spécialisés dans la vente de plateformes de qubits. Ils vendent presque des processeurs avec des qubits supraconducteurs prêts à l'emploi, donc c'est assez impressionnant, et veulent aussi se mettre à la commercialisation d'amplificateurs, donc très bas bruit Josephson, mais avec cette architecture Traveling Wave, donc ondes progressives, c'est-à-dire ceux que Silentwaves vendent. Et qu'est-ce qui nous différencie? Et comme je disais avec Quantum Microwave, on est une génération un petit peu au-dessus, puisque on a une architecture différente qui est l'onde progressive, donc qui permet d'avoir des bandes passantes et des points de saturation plus élevés. Donc ça, pour la mise à l'échelle, c'est quand même intéressant. Et avec nos amis de Quantware, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de données qui ont été sorties par eux. D'accord. Donc multiplexage d'un grand nombre de qubits et monter en échelle. C'est ça. Tom? Oui, donc nous, il n'y a vraiment pas de tabou à nommer nos concurrents. Au contraire, s'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un potentiel de marché assez fort. Donc aujourd'hui, même avant qu'on crée WeLink, il y a 2 startups qui étaient positionnées, qui développent une technologie de mémoire quantique. Nous, c'est notre produit, c'est des mémoires quantiques. Il y en a une qui est basée aux États-Unis, qui s'appelle QNECT, et une autre qui est basée au Royaume-Uni, qui s'appelle Orca Computing. Donc en fait, c'est des startups qui ont un choix technologique qui est un petit peu différent du nôtre. Donc eux utilisent encore des ensembles d'atomes, mais ces atomes ne sont pas piégés et refroidis par laser. Donc ça, c'est assez technique. Mais en fait, voilà, plus on est froid, plus on conserve les propriétés quantiques. Eux, leurs atomes sont chauds, donc intrinsèquement, ils conservent moins bien l'information quantique que nous qui avons des atomes refroidis par laser. Donc si on regarde les 2 paramètres importants pour les mémoires quantiques aujourd'hui, qui est l'efficacité de stockage et de relecture, c'est-à-dire la capacité de ces mémoires à conserver l'information sans la perdre après stockage. Nous, on a démontré le record du monde de 90%, nos concurrents sont respectivement à 5 et 15%, sachant que c'est un paramètre qui en fait dépend exponentiellement, le taux de succès dépend exponentiellement de ce paramètre, donc on est des ordres de grandeur au-dessus de nos concurrents étrangers. Et en temps de stockage, on a un temps de stockage dans ces mémoires quantiques qui peut être plus de 1000 fois supérieur à celui de notre concurrent britannique, notamment. Donc avec un impact métier immédiat, quoi. Oui, donc en fait, ces startups ont du coup un positionnement stratégique qui n'est pas le même. Donc c'est ça aussi où il y a un intérêt éventuellement de travailler avec eux, c'est que ciblent des segments de marché qui sont pas les mêmes. Nous, aujourd'hui, on est la seule startup qui développe une technologie d'atome froid
qui vise l'interconnexion de processeurs quantiques. Et la raison pour ça, c'est parce qu'en fait, on a la seule plateforme physique qui permet de faire ça efficacement. Guillaume, même punition? Oui, alors moi, il se trouve que quel que soit le segment dans lequel j'ai travaillé dans ma vie, j'ai toujours eu le même concurrent. Donc là, je débarque tout content dans le quantique, je me métamorphose, je débarque, je vais faire quelque chose et qui je vois arriver? Keysight lance un produit dans le quantique. Donc j'ai été contre HP, contre Agilent, contre Keysight. Keysight, Voilà. en fait, c'est issu de Agilent, lui-même issu du HP. Voilà, c'est ça, c'est une boîte de 4 milliards. Donc c'est bien, mais ça fait plaisir. Mais c'est pas grave. J'ai toujours bien aimé mes concurrents, donc je suis toujours content de parler Pas avec que eux. quand même sur ce marché, il y en a d'autres. Non, il n'y a pas que, bien sûr, il n'y a pas que. Mais non, si je regarde le domaine particulier qu'on vise, c'est-à-dire le multiplexage à grande échelle, aujourd'hui on multiplexe quoi, 128 qubits, mais il faut arriver à des milliers de qubits. Et aujourd'hui, parmi ceux qui sont sur le marché, qui ont la plus grande chance de pouvoir y arriver, je pense que Keysight, c'est probablement le mieux outillé. Donc c'est pour ça que je vais prendre Keysight comme concurrent. Après, nos différenciateurs, c'est que dès aujourd'hui, on est déjà en train de multiplexer 128 fréquences sur le même câble, qu'on va passer sur fibre optique avant la fin d'année et qu'on vise quand même, on a un objectif énergétique que les autres ne visent pas et qu'on va mettre en place, on a déjà en place des algorithmes de métrologie, de calibration de la ligne. Alors ça, c'est un peu technique, mais qui permet de faciliter les utilisations. Oui. Ouais, nous, dans le marché quantique sur lesquels j'ai dit qu'il y avait un fournisseur au monde, mais finalement, c'est pas tant que ça mon concurrent, parce que pour le moment, il fournit tout le monde et il fait pas l'assemblage, c'est-à-dire qu'il reste sur le câble, il va pas faire le cordon, c'est-à-dire câble plus connecteur. Par contre, il y en a qui sont déjà pas mal en avance sur le modèle, c'est-à-dire qu'il y a Delft Circuit, donc on revient encore aux Pays-Bas, où eux, ils ont une technologie qui n'est pas encore mature, mais qui est intéressante, c'est des nappes. Donc c'est intéressant les nappes, parce qu'en fait, sans trop rentrer dans le détail, mais globalement, un câble, il conduit la chaleur sur sa surface, donc c'est au carré, et il conduit le signal, c'est linéaire. Donc en fait, plus je vais réduire la taille, plus je vais du coup avoir moins d'échanges thermiques. Et c'est vraiment le trade-off qu'il faut trouver, parce qu'en bas, la puissance de dissipation, elle est très limitée. On parle de microwatts, donc c'est très très limité. Donc on ne peut pas mettre beaucoup de câbles. Donc en fait, le fait de pouvoir réduire, et vu que d'un point de vue théorique, le signal continue à passer jusqu'à un linéaire vraiment très bas. Donc en fait, on a tendance à vouloir réduire. D'autant plus que si on veut augmenter le nombre de qubits, il faut augmenter le nombre de câbles. Donc ça va dans le bon sens. Par contre, ils n'ont pas toute la partie derrière, connecteur, comment je l'intègre dans le circuit, comment je mets des atténuateurs derrière. Il y a toute la partie circuit quantique qui est complètement développée. Donc ils sont loin d'être au bout. Et après, il faut le standardiser. Ça, c'est un autre sujet. Mais je pourrais quand même les citer eux. Et après, il y a des boîtes qui sont plus avancées que nous sur la partie finalement assemblage. C'est les Anglais, c'est IntelliConnect, qui a une filiale aux USA, et CryoCoax. Et eux, en fait, ils sont déjà bien avancés d'un point de vue marketing. C'est-à-dire que voilà, ils sont bien connus pour pouvoir prendre les câbles du japonais, Coaxco, et de le connectoriser et les vendre directement. Voilà, donc ça, je pourrais aussi mettre comme concurrent le leader mondial aujourd'hui du CryoStar pour le quantique et Bluefors. Bluefors, en fait, a aussi développé quelque chose sur la base des câbles japonais, quelque chose de très dense pour augmenter le nombre de qubits. Bon, on parle quand même on va pas faire plus de 100 qubits, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, il y a cette vocation à pouvoir intégrer et augmenter considérablement le nombre de câbles. Mais en fait, c'est ouvert. Donc, en fait, celui qui arrivera à trouver la rupture techno qui permet de multiplexer, de passer beaucoup plus de signal dans une seule ligne, il saura. Donc, il y a vraiment une course finalement à l'autonomie, on va dire, à l'avance technologique. Donc là, il faut qu'on rattrape. Donc c'est le but. C'est pour ça qu'on prend, comme je vous dis, je ne refais pas Cryolink, mais cette démarche de caractérisation, de simulation et puis après développement de briques technologiques. Et après, il faut qu'on puisse proposer plus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est le plus. C'est-à-dire, si vous allez voir des laboratoires, vous leur dites, grâce à mon installation de système de routage, vous pouvez faire du 1000 qubits, ils l'apprennent. Voilà, ils ne disent pas, oui, je sais pas, de toute façon, je ne sais pas spécifier aujourd'hui. Donc oui, je prends. C'est plus performant, je prends. Donc c'est vraiment la démarche qu'on a pour essayer de rattraper et de dépasser. Ça revient à la coopération après européenne et mondiale. Oui, il faut le faire, mais il faut le faire au bon moment. Effectivement, aujourd'hui, c'est un poil trop tôt pour nous, mais à un moment où on aura développé des choses, oui, bien sûr qu'il faut qu'on ait une approche européenne sur ces sujets-là, c'est fondamental. Merci Grégory, merci à tous les quatre. Avez-vous des questions pour eux? Allez-y, lâchez-vous.
Moi, je connais un excellent bouquin. Moi, j'ai publié depuis 4 ans un livre qui s'appelle Understanding Quantum Technologies. Il est en anglais maintenant, il était en français à l'origine. Il fait 1000 pages, mais il y en a la moitié sur le calcul quantique seulement. Et Julien Bobroff vient de sortir un livre dans l'édition classique. Moi, il est téléchargé gratuitement, mon bouquin, tu le télécharges directement. Tu tapes mon nom, le bouquin, c'est un PDF. En 1 ou 2 morceaux. Il vaut mieux pas l'imprimer parce que ça fait plus qu'une ramette de papier, donc c'est un peu... Il faut accepter de lire en format électronique pour respecter la planète. Et Julien Bobroff vient de sortir un livre, j'ai oublié le titre d'ailleurs. Il y a informatique quantique dedans, hein, découvrir ou un truc comme ça. Et c'est un livre de vulgarisation plus grand public, un peu technique quand même, mais beaucoup plus grand public que mon bouquin qui est vraiment fait pour des ingénieurs dans le domaine. J'ai perdu la voix, c'est terrible. Après, il y a des livres dans l'édition américaine. Et en fait, dans l'édition américaine, on trouve une dominante de livres qui sont plutôt orientés développement logiciel. Donc souvent, ça explique ce que c'est qu'un qubit comme objet mathématique, comment ça se programme, les algorithmes, sans même décrire l'ordinateur qui est derrière. Donc moi, mon bouquin, il fait les deux. Il fait le hardware, la physique, le software, les outils de développement, c'est la chaîne complète. Et il est techno-habilitante, parce que tout ce qu'ils font, c'est 125 pages dans mon bouquin. C'est presque un bouquin à part entière dans le bouquin, quoi. Mais pour finir, effectivement, moi, quand j'ai voulu regarder le quantique, j'ai commencé par Julien Bobroff et après Olivier Ezrati. Ouais. Et à l'époque, c'était son bouquin sur la physique quantique. Non, moi, c'était les vidéos sur YouTube. Les vidéos beaucoup sur plus YouTube. flemmard. Alors, ouais, Julien Bobroff, il fait des TikTok. Hein. Il fait des vidéos TikTok. Je sais pas comment il arrive à faire. Il arrive à montrer des expériences. Il vient de faire une vidéo TikTok sur le prix Nobel à l'INSPE. Là. Il a expliqué l'intrication en un TikTok. Bon, ça énerve un peu les scientifiques parce que je considère que des formats très courts, peut-être pas exagéré, mais bon. Bref. En tout cas, il s'adapte au code de communication d'aujourd'hui, notamment vis-à-vis des jeunes. Et il est vraiment... Alors, Julien, il a une caractéristique. Je fais sa pub un peu, des autres. Hein. Julien a une caractéristique, c'est qu'il est enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay et il a une entité de recherche dont le job est de faire de la pédagogie et des instruments de pédagogie contemporains. Donc, il utilise tous les outils qui sont disponibles en vidéo, en MOOC, en tout ce qu'on veut. Il fait des démos extraordinaires quand il est en conférence avec de la supraconductivité. C'est son job à temps plein d'être enseignant dans la pédagogie de la physique en général, la physique quantique en particulier, et maintenant il s'intéresse à l'ordinateur quantique. Je l'avais vu il y a 1 an et demi quand il démarrait son bouquin, et c'est un très bon pédagogue. Moi j'ai plutôt une audience plutôt plus spécialisée, disons, plus ingénieur dans le domaine, quoi. Mais sachant que moi-même je suis ingénieur en informatique à l'origine, donc je m'adresse à des gens comme moi avant que je découvre le truc, quoi. Bon, j'ai mis 4 ans pour tout comprendre et j'ai rien compris encore, donc j'ai encore du boulot, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Il vaut mieux être modeste parce que... Voilà. D'autres questions pour nos invités? Profitez-en. Hein. Si vous vous intéressez à la scalabilité du calcul quantique, c'est le moment de... Bonjour, merci. Moi, j'étais très curieux de savoir comment vous financez vos activités de R&D d'un point de vue purement start-up. Est-ce qu'il y a de la love money? Est-ce que BPI met au pot? Quels sont les profils des investisseurs derrière? Et plus long terme, quand est-ce que c'est rentable, sachant que vous avez déjà des clients? Oui, donc après, il y a toujours un moment entre quand on identifie le client et quand le client passe commande et reçoit la livraison, donc et paye. Donc aujourd'hui, on compte pas sur le chiffre d'affaires de Wuling, qui nous est estimé premier chiffre d'affaires en 2025. Il y a 2 mécanismes, nous, aujourd'hui, qu'on utilise pour financer notre R&D. C'est d'une part les appels à projets nationaux et européens, donc qui donnent des subventions publiques pour financer des programmes de R&D dédiés. Donc là, on a quand même la chance d'avoir en France BPI France et tous les mécanismes de la BPI qui permettent, nous, le grand préalable qu'on a obtenu, c'est vraiment un gros coup d'accélérateur pour notre activité de R&D et le lancement du développement de notre produit de mémoire quantique. Donc ça, c'est un des outils. Et le problème des subventions, c'est que c'est alloué à des programmes de R&D dédiés sur lesquels il n'y a pas de recouvrement. Donc c'est quand même bien de compléter ça, et puis il faut des apports en fonds propres, de compléter ça par un apport en equity, donc en levée de business angel, compte tenu des montants dont on parle aujourd'hui. Ça va dépendre des projets, mais typiquement c'est plus des levées de fonds via directement des fonds d'investissement. Il me reste à vous remercier parce qu'on doit libérer la salle.
On remercie nos intervenants, on les peut les applaudir. Voilà. Et suivez ces jeunes graines, jeunes pousses qui vont continuer à grandir dans les années qui viennent. On est au début de leur histoire, en fait, quasiment. Même si toi, c'est un début d'une nouvelle histoire. Mais voilà. Bonne fin de journée à tous et à toutes.